Yeah. Bonjour les amis et nouveau petit point vidéo pour qu'on parle un petit peu et puis qu'on fasse un petit point réflexion, un petit peu comme d'habitude. Alors, bon, pour le moment, c'est un peu la trêve des confiseurs. Nous ne sommes pas reconfinés. Pour le moment, je dis bien, c'est peut-être reculé pour mieux sauter. À mon humble avis, notre gouvernement a eu peur de certaines révoltes populaires. Ça commençait un petit peu à croustiller, comme on dit, sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que là, ils ont différé un petit peu la mesure. On va voir ce qui se passe dans les temps qui viennent et ça me donnera peut-être l'occasion à nouveau d'intervenir. Bien. Alors cette fois-ci, on va parler, on va faire un petit peu quelques petites... on va émettre un petit peu quelques petites réflexions sur ce qui se passe quand même au niveau économique, social et politique. Alors l'autre jour, je vais vous montrer, ça c'est l'annuaire du jazz de 1989. Il avait été édité une année plus tôt, publié en 89, parce qu'à l'époque ça prenait un petit peu de temps. Et je parlais de ça, je mentionnais ça à un ami guitariste, et je lui disais, mais les années 80 que j'ai vécu comme beaucoup, il y avait une liberté incroyable par rapport à ce qu'on est en train de subir actuellement. Et pour info, voilà, je m'étais inscrit sur cet annuaire qui était publié, je crois que c'était dans Jazzot ou Jazz Magazine, enfin bref. Et le simple fait d'avoir mon petit nom dessus, parce que je faisais des séances de jazz en région parisienne, j'ai pu trouver beaucoup de travail. Et puis on circulait vraiment dans une liberté totale. Il y avait plein de musiciens de bords différents qui se rencontraient. Il y avait des gens qui venaient des variétés, d'autres qui venaient plutôt d'un côté un peu plus académique avec le jazz enseigné déjà dans les conservatoires, mais on pouvait faire plein de choses, et puis on se réunissait entre copains, bon j'avais 25 ans à l'époque, mais on faisait des bringues dans les cafés, après on allait en boîte, on roulait à bride abattue, ce n'est plus le cas maintenant. Bon, le facteur, on va dire, risque n'était pas mis en exergue comme maintenant. On pouvait, on dépassait facilement le 140 sur les nationales. Enfin bref, c'est peut-être pas un exemple, mais tout ça pour vous dire que maintenant, tout ça a bien changé. On regarde ce qui se passe. Alors déjà, on a quand même pu voir l'évolution de la société au fil du temps, parce que là, je vous parlais de jazz que j'ai pu faire, mais progressivement, tout ça, c'est devenu de plus en plus, on va dire, légiféré académique, et de plus en plus, on a assisté aussi à la mainmise de l'étatisme via les conservatoires, si bien que ce brassage culturel de différentes classes de musiciens que nous avions, il a été peu à peu estompé au bénéfice, je le répète, d'une mainmise étatique et d'une musique soi-disant conforme à un esthétisme jazzistique européen, bref, une musique d'État, et qui progressivement n'a plus intéressé que l'élite, si bien que beaucoup d'autres musiciens qui pourtant bénéficiaient de ce brassage culturel ont été obligés de se rabattre vers d'autres disciplines. Voilà, donc ça, voilà, ça vous dessine un peu les prémices, on va dire, d'une société qu'on est en train de nous vendre, qui devient de plus en plus contraignante pour les libertés individuelles. Vous vous en rendez compte, évidemment, avec ce qui se passe par le biais de cette dictature sanitaire. Et puis, bon voilà, j'ai pris, comme d'habitude, quelques petites notes. Bon, il faut savoir aussi que c'est les gens qui sont manettes de ça, à l'heure actuelle, ils ont été un petit peu les grands frères pour des gens de ma génération. Je n'ai pas fait 68, comme je le disais dans la précédente vidéo. J'étais trop jeune, j'avais 6 ans. Par contre, les gens qui avaient 68, ça a été un petit peu nos inspirateurs, nos guides. On a vécu, moi je sais qu'en tant qu'adolescent, quand j'étais au lycée, j'ai vécu dans on va dire une opulence multiculturelle, parce que c'était la libération totale.
à la fin des années 70, ne serait-ce que les cours de socio-culturel que nous avions au lycée, mais c'était incroyable. Par le biais de cette ouverture due à 68, j'ai pu être initié à la musique. Nous avions des cours sur le jazz, le free jazz, le bebop, des cours sur le rock progressif, des cours sur le hard rock. J'ai pu découvrir des groupes comme Led Zeppelin. On avait des pions au lycée qui nous informaient sur toutes les nouveautés discographiques. Enfin, c'était un creuset culturel qui était incroyable. Évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux actuels, mais on faisait des choses, mais c'est impossible de nos jours de voir que pour des simples cours, je le répète, de socioculturel, tout ce que l'on pouvait nous donner et comment on pouvait mettre ça à profit. Et c'est grâce à cette époque, justement, que j'ai pu faire une carrière dans les métiers de la musique et dans l'éducation culturelle. Et puis, évidemment, il y a le revers de la médaille. Alors, les gens qui sont aux manettes, enfin beaucoup de personnes qui sont aux manettes actuellement, sont ces 68ards. Alors, vous avez pu vous apercevoir que sur nombreuses chaînes d'infos et de médias, nous avons maintenant d'éminents universitaires titrés, nous avons d'éminents essayistes, nous avons des journalistes bien en vue, qui ont maintenant, qui à l'époque étaient, on va dire, à la manœuvre pour pousser les étudiants dans la rue. Ils ont généré le mouvement de libération de 68, et ils étaient pour l'émancipation totale et aussi pour la promulgation des libertés individuelles, parce que sous le gaullisme, c'est sûr que la société était quand même relativement fermée. Mais ce sont ces gens-là maintenant qu'on voit sur les plateaux télé donner des conseils à la jeunesse de respecter les consignes sanitaires, de ne pas revendiquer, de ne pas manifester, donc pour protéger leur petite santé, ces gens-là. Parce qu'ils sont frileux maintenant, ils ont peur, ils sont aux manettes de l'État, ils sont aux manettes des pouvoirs, et quelque part, ils ont complètement changé leur braquet. Vous voyez, ça c'est important de le préciser. Ces gens-là maintenant veulent tout fermer pour continuer à asseoir leur pouvoir. Alors évidemment pour eux et leur descendance, parce que beaucoup de ces gens-là vivent dans la richesse et l'opulence, et ils n'en ont que faire des classes populaires. Ça, faut quand même bien le préciser. Et vous voyez, c'est assez contradictoire par rapport aux idées qu'ils émettaient en 68. Maintenant, ils sont pour la fermeture totale, et ils se soucient très peu si la jeunesse de notre nation est sacrifiée. Là, c'est le cadet de leurs soucis. Hein. Ça, faut jamais le perdre de vue. La jeunesse sacrifiée. Et puis, je discutais avec un autre copain guitariste et animateur qui, lui, ne peut plus jouer dans cette période de restriction sur tous les plans, ne peut plus aller se produire, ne peut plus faire de spectacle. Et il me disait un truc que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont réussi à nous faire un best-of d'une dictature pseudo-sanitaire qui emprunte à des modules du stalinisme, c'est-à-dire contraindre les populations, tout en donnant le blanc-seing aux multinationales qui gèrent, en fin de compte, qui gèrent notre société. Évidemment, ça va être au détriment des restaurateurs, au détriment des indépendants, de tout ce qui représente, on va dire, les classes moyennes, parce que, je le répète, c'est le cadet de leurs soucis. Et, on va dire, la crise sanitaire, c'est un très beau prétexte pour mettre en place leur société rêvée. Et ça, on le voit, évidemment. Il suffit d'observer ce qui se passe. Je pense que beaucoup de gens peuvent se rendre compte. Contraindre, et puis donc mettre en place, alors le best-of qui va mélanger, on va dire, une dictature dans la lignée des dictatures du prolétariat des pays de l'Est, avec une globalisation mondialiste hyper capitaliste, qui fait fi justement de l'identité culturelle des nations, des peuples, tout ça. Eux, ça ne les intéresse pas. Et alors, justement, ce qui m'est revenu à l'idée, c'est que j'avais effectué un voyage à Cuba en 1988, parce qu'avec mon père, nous avions
fondé une petite société d'importation de matériel de percussion en France. Et donc j'étais allé négocier des instruments afro-cubains de percussion. Je m'étais rendu là-bas et j'avais pu constater que, évidemment, il y avait quand même un côté dictature où on était tracé, fiché, observé, gros contrôle de la mobilité des déplacements. Et j'avais en tant que, on va dire, acheteur étranger, j'avais été reçu au ministère de la Culture, j'avais rencontré des gens, j'avais pu faire mon travail, par le biais d'une unique société qui était financée par ce qu'on appelait à l'époque l'URSS, donc c'était de l'argent qui venait de la Russie. Il y avait juste une société qui s'appelait EGREM, qui était en fin de compte une société de fabrication d'instruments de percussion, qui gérait les studios d'enregistrement, qui gérait les fiches de paye des musiciens, bref, qui gérait tout. Voilà, il n'y avait qu'une société, qui était une société d'État, et donc tout le monde dépendait de ça. Vous voyez, alors j'ai retrouvé un magazine de l'époque, de 1987, EGREM, voilà, ça s'appelait EGREM. Hein. Alors, ça, évidemment, ça dépendait des dictatures communistes. Bon, ça s'est effondré à Cuba à partir du moment où l'URSS n'a plus financé et où l'URSS s'est elle-même effondrée et ça a été remplacé donc par des sociétés libérales et capitalistes débridées. Sauf que les gens des pays de l'Est et de l'URSS qui finançaient ces entreprises, quand les pays de l'Est se sont effondrés, ils ont raflé la mise et ils ont fait de l'hyper-business hyper méga capitaliste, vous voyez, parce qu'il y avait une concentration d'argent qui était gérée par le haut, évidemment, les populations n'avaient que des subsides. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de nous faire revivre, à mon avis, par des moyens d'information qui sont relativement détournés. Enfin, on veut nous faire comprendre qu'on s'occupe de notre santé, mais en vérité, on veut plutôt nous faire rentrer dans un cadre où il y aurait une acceptation et où personne ne travaillait vraiment, parce que dans ces pays-là, peu de gens travaillaient, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'est effondré, et c'est l'État qui finançait par ces énormes technostructures. Voilà. Donc on a une jeunesse sacrifiée, hein, une jeunesse de notre pays qui est maintenant n'a plus de perspective vraiment d'avenir par rapport à ce qui est en train de se passer. Du boulot, il n'y en a pas pour le moment, et du bon boulot, il n'y en aura plus, parce qu'il ne faut pas rêver les gars. Hein. Si les jeunes, vous ne faites pas un soulèvement comme il y a eu en 68 pour revendiquer vos droits, vous allez être, bon, pour les meilleurs, les gens de bonne famille ou qui sont dans les cercles du pouvoir, vous allez pouvoir peut-être avoir des bons jobs à l'international de scientifiques ou de techniciens haut de gamme. La plupart des autres, comme il n'y a plus de perspective, il n'y a plus d'économie, tout est en train de s'effondrer. Vous ne pourrez même pas bosser dans la restauration parce que ça va être fermé très longtemps. Hein. Ça, je veux pas, je ne veux pas, on va dire, broyer du noir, mais vu les recommandations de l'OMS, en Occident, c'est pas prêt de rouvrir. Hein. Et par contre, on va vous proposer mesures sanitaires à l'appui parce que c'est des gens qui respecteront. On va vous proposer des jobs chez Pizza Hut par exemple, hein, parce que tous les gros groupes vont racheter évidemment tout ce qui est en train de déposer le bilan et de faire faillite. Et je disais, attention, il faut être très conscient de ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai eu vent par certaines directives de l'OMS, qui est financée par la Chine, on le sait maintenant, c'est que les recommandations faites aux pays occidentaux, pour soi-disant protéger les 70-90 ans, donc pour les maintenir en vie, dans ces cadres sanitaires, c'est de continuer ce genre de mesures jusqu'en 2025-2026. Voyez, donc évidemment, Emmanuel Macron n'avait pas tort, nous sommes vraiment en guerre. Alors, une jeunesse sacrifiée, pas de perspective d'économique, donc pas de perspective d'avenir, effondrement de nos sociétés occidentales, et aussi au bénéfice
des pays qui sont plus à l'est. Hein. Parce que la médaille a toujours deux faces, hein. Ça c'est les lois de la nature, hein. C'est ce qu'on appelle les lois de l'équilibre. Il n'y a jamais, c'est le yin, le yang, il n'y a jamais tout noir ou tout blanc. Alors évidemment, nos sociétés soi-disant évoluées, pseudo-humanistes, pseudo-démocratiques sont en train de littéralement s'effondrer. Hein, vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, vous voyez ce qui est en train de se passer chez nous, Portugal, Espagne, la France va suivre. Donc, par contre, les blocs, anciens blocs de l'Est et l'Empire chinois sont en train vraiment de rafler la mise. Hein. On assiste à une alliance entre les technologies chinoises et russes et qui sont en train de nous damner le pion. Et ils ont bien raison finalement, parce que Vladimir Poutine, qui est considéré comme un dictateur par nos régimes, par contre, il dit, ben, attendez, nous on continue à avoir des discothèques, on continue à faire des concerts, hein, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce qui m'intéresse ma partie, le secteur culturel. Nous avons des restaurants ouverts. Alors évidemment, Vladimir Poutine, il n'a jamais dit qu'il était un démocrate. Hein. Pour ça, nous en France, on a tendance à dire, en France et en Occident, nous sommes des démocrates. On voit ce qui se passe. Interdiction de mobilité, limitation de l'exercice des professions, fermeture des universités, bref, et j'en passe, et des meilleurs. Est-ce qu'on est vraiment en démocratie? Franchement, je ne le crois pas. En Russie, dans ces pays-là, évidemment, si vous vous opposez au pouvoir, on vous fout un grand coup de marteau sur la tête, ou on vous met en prison. Mais les règles sont claires. Et d'ailleurs, beaucoup de Russes, qui n'ont pas la même philosophie, sont d'accord avec ce genre de régime. Et c'est ça, il faut vraiment voir la différence. Alors que nous, on nous vend de la démocratie, mais à mon avis, c'est une fausse démocratie. Hein. Le but, c'est de contraindre les populations, et j'arrête pas de le répéter, pour installer un nouveau type d'économie géré uniquement par les gros groupes et les multinationales, au détriment des classes populaires. Et pas besoin d'être complotiste non plus pour se rendre compte que on serait prêt à faire des efforts à condition que les règles du jeu soient claires. Je pense que beaucoup de Français pourraient même arrêter de recevoir les aides d'État qu'on est en train de leur donner pour avoir la paix sociale, donc les empêcher de travailler, seraient prêts à mettre cet argent dans l'hôpital public, à condition qu'on dise, bon voilà, le mois prochain ou dans 2 mois, il y aura 20 000 lits d'hôpitaux au lieu qu'il n'y en ait que 3 000, 20 000 lits de réanimation. On ne suit pas du tout ce chemin-là. On continue à fermer des postes dans l'hôpital public. Alors l'hôpital public, il ne faut pas le blâmer. Il est dans son rôle, l'hôpital public. Lui, il veut survivre, donc par des luttes corporatistes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande des reconfinements, il pousse l'État à le protéger. Et c'est normal. À partir du moment où on est censé être au service des populations, on ne peut que aller dans ce sens-là. Sauf que l'État, il joue un jeu extrêmement pervers. Il continue à fermer, à détruire le service public pour asservir les populations, il leur donne pas plus et il pense les contenter. Vous voyez, donc ça, il faut quand même en être assez conscient et je pense que c'est pas la peine d'être qualifié de complotiste pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond au niveau de la planète Europe. Voilà. Eh bien, reste plus qu'à savoir maintenant combien de temps ça va durer. Hein. Moi, je suis pas devin. Je ne sais pas. Est-ce que les gens vont continuer à accepter ce genre de politique longtemps? L'OMS demande donc 2029 que ça continue, pourquoi pas. Et ça pourra peut-être craquer si à un moment donné les gens n'ont plus rien à manger. Je ne sais pas. Sur ce, nous on continue évidemment à dénoncer ce genre d'état de fait. Hein. On est de plus en plus nombreux. Partagez si cette vidéo vous intéresse, passez quand même un bon week-end, et comme je dis toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hasta pronto!